Salut à tous les amis! Il est temps de continuer à travailler sur ce projet. Beaucoup d'entre vous demandaient où étaient les épisodes, où étaient les vidéos sur la Boucanka. Eh bien, la voilà enfin chez vous. Dans l'épisode précédent, nous avons travaillé sur la poutre. Nous avons élargi la voie des roues, car c'était nécessaire pour nous, étant donné que le pont d'origine était trop étroit. Et c'est maintenant au tour de la partie avant du véhicule. Ici, bien sûr, on s'attend à du grand n'importe quoi, du chaos et de la déception. Car malheureusement, nous ne trouverons pas de poutre avant de la largeur exacte dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous devons élargir la poutre. Pour cela, nous utiliserons à nouveau tous nos outils habituels, la meuleuse, et assemblerons le tout avec la soudure. Pour cela, il nous faudra bien sûr un donneur. Voici la deuxième poutre qui en provient. C'est ça, oui. En fait, si ça c'est le centre de la poutre, on fait un chevauchement d'une poutre ici jusqu'à ce support de radiateur. Une autre ici, et au final, on ne gagne que ces 23 cm. Il nous en faut 46, donc il en faut 2 fois plus. Il va falloir chercher une troisième poutre. Ou alors, troisième option, faire du sur-mesure. Eh bien, une sorte d'insert à l'intérieur. Alors, on coupe comme on l'a dit, mais on ajoute ici, je vais alors plier un profilé en métal épais. Mais il n'y a pas d'autres options. Notre astuce avec le pont ne fonctionnera pas ici. Il n'existe pas de telle poutre dans les dimensions dont nous avons besoin. Donc il n'y a qu'une seule solution, la fabriquer nous-mêmes. Pour comprendre de combien élargir la poutre, il faut savoir quelles roues seront installées et partir de ces chiffres. Autrement dit, nous élargissons la poutre, supprimons les entretoises et avons des roues montées directement sur le moyeu, alignées avec la carrosserie. Comme vous vous en souvenez, au départ nous avons acheté ces jantes, 3 pièces en 22 pouces. Ce choix n'est pas dû au hasard, car j'avais prévu de les modifier à l'avance. Des jantes standards sur une voiture du futur, c'est une incohérence à mon avis. Et puis, il est déjà devenu clair qu'on ne nous autoriserait pas à faire rouler cette voiture sur les routes ouvertes. Et c'est sans doute mieux ainsi, car cela nous permet de réaliser les idées les plus folles. Des choses comme le pilotage au joystick et des roues à effet d'infini. C'est à cela que nous nous sommes attelés. La première chose qu'on fait, c'est démonter la jante. Andrei, dit Drone Plastiline, l'a fait. Au final, après avoir dévissé 39 boulons, on retire la partie centrale. Nous n'en aurons plus besoin. Pendant ce temps, nous avons mesuré et décidé de découper des prototypes en contreplaqué. Je rappelle qu'à l'origine, notre spécialité, c'est le travail du bois. Et nous avons à disposition un atelier de menuiserie bien équipé. Avant de commander des pièces métalliques très coûteuses, que nous ne pouvons pas encore fabriquer nous-mêmes, nous testons un prototype en bois, que nous pouvons réaliser nous-mêmes, quasiment gratuitement. Et maintenant, voici l'entrée de Valera, surnommée Valera l'infatigable. Ici, clair, un disque en contreplaqué, 39 boulons et une demi-heure de travail. Alors, qu'est-ce que cette cale en bois nous a apporté? Nous avons compris à quoi ressemblerait le disque et combien il fallait élargir la poutre. Mais surtout, nous nous sommes assurés que le fichier était correct et que nous pouvons commander sans crainte les disques coûteux, cette fois en métal. Nous avons monté les roues sans cale. Et maintenant, on voit parfaitement combien il nous manque pour que la roue soit bien centrée dans l'aile. André va maintenant mesurer la dimension qui nous manque. Nous devons élargir notre poutre de 23 plus 23, soit 46. 46 cm doivent être ajoutés à cette poutre. Tout devrait bien se passer, aucun obstacle. Alors, c'est parti. Comme vous l'avez compris, Valera ne voit aucun obstacle. C'est justement pour cela qu'André va devoir bien travailler. Pendant que nous attendons les précieuses pièces métalliques, nous pouvons préparer les jantes, ou plutôt ce qu'il en reste, à savoir la jante composée de 2 parties. Comme vous pouvez le voir, le vieux chrome a quitté le navire et ne sert plus qu'à faire cuire des pommes de terre, lorsque le métal s'oxyde et que chrome se détache de la jante. Mais dans notre cas, c'est même un avantage. D'abord, ces jantes coûtent moins cher, et ensuite, poncer le chrome est fastidieux. Il est plus simple de l'enlever comme une feuille d'aluminium. Une fois que la majeure partie du chrome est retirée, nous ponçons la jante. Nous n'avons pas réussi à conserver le chrome, alors nous allons tirer parti de cette situation et peindre ces magnifiques rebords chromés. Bien sûr, il n'existe pas de véritable technique de peinture sur le chrome. De toute façon, il faut toujours l'enlever. Probablement que la meilleure méthode serait la méthode chimique. Plonger la jante dans une solution qui dissout le chrome sans abîmer l'aluminium. Mais c'est tellement ennuyeux de tout faire dans les règles, j'ai l'impression que les règles existent justement pour être transgressées.
Donc, on va simplement poncer le chrome avec du papier de verre grossier et pulvériser un peu de peinture. C'est parti! Comme vous l'avez remarqué, Andrei travaille sans masque respiratoire et les vapeurs de solvant agissent. En général, dans le métier de peintre automobile, il est important d'avoir des mains sensibles. Il faut ressentir les limites, les différences de niveau, les transitions, comprendre les formes. C'est sans doute pour cela que j'ai autant de succès auprès des femmes. Une demi-heure à l'air frais, puis on reprend la peinture. On dégraisse, souffle et protège avec du ruban adhésif. On passe à l'après. Pour obtenir une bonne adhérence avec le métal, nous allons utiliser un apprêt époxy, spécialement conçu pour cela. N'oubliez pas et veillez à bien porter les équipements de protection individuels. Absolument. D'ailleurs, on avait pensé à faire ces inserts de poids en polycarbonate transparent, mais après avoir cherché sur internet, on s'est rendu compte que ce genre de jante avait déjà été réalisé plusieurs fois, notamment par West Coast Customs et Garage 54. Du coup, on a décidé d'aller un peu plus loin, et pendant qu'on allait un peu plus loin, on nous a découpé des pièces métalliques. En raison des limitations de la machine, il a fallu fabriquer 2 disques de 8 mm d'épaisseur chacun. Au final, on obtiendra un disque de 16 mm d'épaisseur, mais avant cela, il faut les peindre, ce qui signifie qu'il faut d'abord les préparer. Comme vous pouvez le voir, l'un des disques est ajouré, tandis que l'autre est plein. C'est fait pour alléger la structure. Une fois que tout est poncé, on dégraisse les pièces. L'étape suivante est l'après. Préparer l'après noir. Pour que les pièces peintes sèchent plus vite et que le travail ne s'arrête pas, nous utilisons cette boîte de séchage maison. Il y fait toujours chaud, sec et agréable. Une fois tous les éléments secs, on passe à l'assemblage. Comme vous vous en souvenez, les disques ont 3 parties et la jante se compose de 2 éléments. Ce joint doit être siliconé pour que la roue soit étanche et ne perde pas d'air. Il ne faut pas le faire avec le doigt. Pourquoi faire? Allez, mets-le ici, la barrière. D'ailleurs, après toutes ces manipulations, 3 roues sur 4 ont commencé à perdre de l'air et ne le gardent pas plus d'une journée. André assure tout le monde que c'est simplement à cause des vieux pneus. Tous nos composants sont peints en noir et nous passons maintenant à l'assemblage des roues. Nous utiliserons comme base 2 disques métalliques de 8 mm d'épaisseur, l'un allégé et l'autre principal, ce qui nous donne une épaisseur totale du centre de 16 mm. Je pense que ce sera suffisant pour le disque. Nous avons déjà notre anthrax, celui dont nous avons besoin. De cette façon, nous nous sommes débarrassés des entretoises. Nous tournons et nous tournons. À l'étape suivante, nous assemblons et serrons toutes les pièces ensemble. 4 x 39 boulons. Voilà, les jantes sont prêtes. Il reste à préparer l'endroit pour les installer. Ici, tout est simple et rapide. 10 à 15 heures de Valera. Bonsoir régulateur. On entend quoi? Qu'en pensez-vous, Valera? Il travaille dans la même pièce qu'Andrei. Par conséquent, les vapeurs de solvant l'atteignent aussi. Bon, maintenant il ne reste plus que la diablerie. Non. Comme ça ne va pas marcher. Il nous faut de l'artillerie. Ajoutons un peu d'adrénaline.
En fait, les femmes et les voitures, elles se ressemblent un peu. Avec les femmes comme avec les voitures, tant que tu ne les as pas bien chauffées, tu n'iras nulle part avec. Il faut donc changer de position. C'est pourquoi il faut bien réchauffer aussi bien la femme que la voiture. Tout change toujours. C'est là le secret de vos difficultés. En fait, on peut tracer un nombre infini de parallèles entre une femme et une voiture. Bien sûr, c'est vraiment le cas. Toutes deux aiment tomber en panne. Il faut chauffer, il faut encore chauffer. Elle résiste, comme dans ce cas. Elle ne veut pas tourner, elle résiste. Ou alors, c'est juste que les bords s'effacent. On va la voir. Oh, ça y est, ma belle. Plus d'une voiture est passée entre nos mains. Et à la fin, tout le monde dit merci. Bien sûr, on aurait pu tout démonter, tout le berceau avec la suspension. Si ça ne se dévisse pas du premier coup, il faut chauffer une fois, 2 fois, 3 fois. Évidemment, il ne faut pas faire ce genre de choses à sec. Il faut chauffer 10 fois. Et alors, tôt ou tard, ça commencera à tourner. C'est devenu plus facile. Tout dépend de la volonté et de la persévérance. Le voilà, le beau gosse qui sort. L'accord final. Le principal, c'est de ne pas coincer le jambou. Là, c'est fini. Le gars s'est détaché. Félicitations à tous. On l'a fait. Il ne nous restera plus que la traverse. Bon, il ne reste plus qu'à démonter un peu, petit à petit, le berceau. Je pense sincèrement que ces boulons, qui sont situés ici et qui maintiennent notre traverse, ne se dévisseront pas si facilement. On passe tout de suite aux astuces et on va chauffer. En général, ils sont serrés une fois pour toute la vie. Alors, voyons maintenant si nos astuces ont vraiment bien fonctionné ou pas. C'est bien chaud, on le sent. Alors, on y va ? C'est un peu dur, mais ça vient sûrement. On va mettre un petit coup de spray, comme on dit, tant que ce n'est pas dans le pantalon. Je ne vais pas la dévisser complètement, histoire de ne pas la faire tomber sur mes genoux. Alors, où est notre astuce ? Continuons. Ici, bien sûr, l'histoire ne le dit pas, mais ce n'est pas pour me déplaire, car ça fera un écrou de moins à dévisser. Tout tenait donc sur 3, et bien sûr s'il y en a 2. Je propose de vérifier combien il y en a exactement. Alors, ici, il y a un écrou. Ici aussi, il y en a un. On va chauffer un peu ici, on va essayer. Elle est bien fixée. Oh, franchement, je n'ai pas trop envie de pulvériser sur un écrou chaud. Est-ce que ça a un sens ? Je pense que c'est peu probable. Sauf si c'est juste pour enfumer tout le quartier. Ici, l'écrou est déjà pratiquement parti dans le monde des écrous dévissés. Voilà des petits pains chauds. Parfait. Il en reste encore un. Bien sûr, ce serait bien d'avoir une clé à choc pour ce genre de travaux, mais hélas, nous n'en avons pas. Voilà, c'est tout. Et nous n'avons pas besoin de clé à choc, les mains font très bien l'affaire. Par temps particulièrement ensoleillé et chaud, je dévisse les écrous à la main jusqu'à 42. Les voisins en sont même jaloux. Et là, avec des douilles, on peut dévisser bien plus que ça. Bon, ces mains ressentent toute la tension de l'assemblage fileté et du mécanisme à cliquet. Voilà. Ici, je suis prêt à respecter au maximum les consignes de sécurité et on n'a qu'une seule chance. De quoi je parlais ? Je ne vais pas la dévisser complètement pour ne pas qu'elle me tombe sur les genoux. Tu vas mettre quelque chose en dessous. Voilà, maintenant plus rien ne la retient. On enlève. Et voilà, c'est tout. Messieurs, nous l'avons fait. Je nous félicite tous. Après avoir retiré la poutre et reçu nos félicitations, il faut la nettoyer de la rouille pour pouvoir continuer. On utilise donc la meuleuse, une brosse et quelques heures de travail de Valera. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons nettoyé cette poutre, nettoyé la poutre donneuse et malheureusement, elle est complètement pourrie. Donc, ce n'est pas ce qu'il nous faut et nous allons tout de suite l'envoyer à la ferraille. En ce qui concerne cette poutre, maintenant qu'il ne nous en reste qu'une, qu'est-ce qu'on peut en faire ? La seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est de la couper en deux et d'agrandir la partie centrale de la poutre. Et la partie centrale de la poutre, nous allons la fabriquer nous-mêmes, car malheureusement, nous ne voyons pas d'autres options pour l'instant. C'est parti. Comme vous l'avez compris, la poutre donneuse achetée ne nous convenait pas et elle est allée enrichir la collection de Valera, où trône déjà une vitre cassée d'un essai et quelques autres trouvailles sympathiques. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, nous travaillons aussi sur un autre projet intéressant baptisé Volgati, un mélange de Volga et Bugatti. Vous pouvez trouver le lien en description. Pour agrandir la poutre,
Nous découpons le profilé à la bonne taille, puis marquons, pointons et perçons les emplacements de fixation. Après, nous mesurons le trou. Nous prenons un forêt étagé plus grand et examinons une taille plus grande. L'étape suivante est de réaliser les inserts. Nous coupons un tube du bon diamètre, ajustons le trou à sa taille et le versons dedans. Cela se fait afin d'ajouter de la rigidité. Et après avoir fixé le profilé avec des boulons, il ne se déformera pas. Sur les extrémités, nous fermons le profilé avec des bouchons carrés pour qu'une carrière de sable ne se forme pas à l'intérieur. Bien que la voiture ne roulera pas beaucoup sur les routes, ce n'est pas indispensable. Mais c'est tout à fait Valera. Parfois, nous avons même peur de lui dire que ça ira comme ça et qu'il ne faut pas se compliquer la vie. Comme vous pouvez le voir, il se complique la vie. Maintenant, le plus intéressant, nous devons couper la poutre pour pouvoir ensuite l'élargir et la remonter tout en gardant la bonne géométrie. C'est pour cela que ces deux profils astucieux ont été fabriqués. L'étape suivante est de préparer les supports de fixation. Nous marquons puis coupons l'excédent. Au final, le profilé sera fixé à ces trous. Et pour l'aligner parfaitement des deux côtés et préserver la géométrie, nous réalisons une surface plane. Une fois les surfaces prêtes, nous marquons la poutre exactement au centre, puis nous la scions. Voilà ce dont je parlais. Il y a carrément deux carrières de sable. Donc Valera avait raison. Comme vous l'avez compris, insérer une poutre donneuse n'est pas une option, donc nous faisons du sur-mesure. On découpe d'abord le métal. Ensuite, nous fixons le profilé à la poutre, pour l'instant avec des boulons, et nous l'ajustons directement sur le châssis. Voilà où nous en sommes à cette étape. Nous avons donc une construction qui n'est pas du tout de la camelote. Avec Andrei, nous l'avons déjà essayé sur le châssis, à l'endroit où elle sera installée. Tout semble s'aligner, mais il nous manque une surface plane sur ce segment. Comment résoudre ce problème? Nous allons donc desserrer les boulons des deux côtés, puis soulever cette partie gauche pour qu'elle atteigne le niveau de la surface plane. Ensuite, nous fixons le tout par des soudures sur le dessus, en soudant également le profilé afin de conserver cette planéité. Et ensuite, nous soudons très soigneusement la partie centrale manquante avec une feuille de tôle. Au final, c'est exactement ce qui a été fait. Tout a pris 2 heures et nous avons obtenu une structure plus ou moins rigide, qu'il reste à recouvrir de métal. Nous commençons donc à découper le métal, d'abord avec une petite meuleuse, mais sans grand succès. En fait, l'épaisseur du métal est de 6 mm. C'est pourquoi vous voyez maintenant une meuleuse plus puissante. Ensuite, feuille après feuille, point après point, soudure après soudure, le travail avance. La partie inférieure sera recouverte d'une seule tôle entière, donc nous retirons le profilé temporaire et soudons la tôle définitive. L'étape suivante, c'est la peinture. D'abord une couche d'après anti-rouille, puis une peinture à effet martelé. Nous avons peint le pont arrière pareil et refait ici de la même façon. Le lendemain, la peinture était sèche et nous pouvions passer à l'installation. Au final, nous avons un tas de pièces détachées et 2 personnes perplexes. Mais en une journée d'Andrei et quelques heures de Valera, tout commence peu à peu à se mettre en place. Finalement, la poutre et la suspension sont à leur place. Et cela signifie que l'on peut installer la roue en attendant d'abord que le trou soit bien en face, car l'écrou possède également une partie conique de serrage. Voilà, les roues sont en place. Il ne reste plus qu'à retirer soigneusement les supports sur lesquels la voiture reposait pendant que nous travaillions sur la poutre. ET. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage.
Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Comme je l'ai dit, à mon avis, les jantes standards ne correspondent pas vraiment au concept d'une voiture venue du futur. Et c'est exactement ce que nous construisons. C'est pourquoi j'ai décidé de créer rapidement un prototype sympa, juste pour voir à quoi cela ressemblerait et organiser un vote. Faut-il fabriquer de telles jantes ou non? Et d'ailleurs, nous avons décidé d'élaborer le concept de la voiture ensemble avec vous. Autrement dit, nous soumettons de tels points au vote et prenons une décision en fonction des résultats. Tout d'abord, nous découpons une feuille de polycarbonate, nous la plaçons dans la machine laser et nous découpons un cercle. Par la suite, je prévois d'insérer cette pièce dans la jante, un peu comme un enjoliveur. Bien sûr, le plus simple serait de le faire de cette manière plate, à l'aide d'un insert qui serait fixé aux 39 boulons maintenant l'insert principal intérieur. Mais un simple morceau plat de polycarbonate, c'est ennuyeux et bon marché. C'est pourquoi nous avons choisi de lui donner la forme d'une lentille. Nous avons pris des planches d'érable, les avons débitées, coupées à la bonne taille, des gauchis, puis passées à la raboteuse. Ainsi, on prépare correctement le matériau pour coller un panneau. Puisque nous les avons préparés, nous collons le panneau. Après que la colle a séché, nous donnons à la pièce la forme d'une lentille à l'aide de la CNC. Beaucoup ont probablement pensé que je faisais encore un dôme en bois. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Grâce à cette ébauche, nous allons essayer de donner la même forme à un bloc de polycarbonate. Il ne reste plus qu'à libérer la pièce et à enlever les fibres en ponçant soigneusement le bois. Bien sûr, c'est notre première expérience et je trouve franchement ces images très drôles. J'ai naïvement pensé que je pourrais chauffer cette pièce avec un sèche-cheveux. Au final, une demi-heure est passée et rien n'a changé. Alors, nous avons décidé d'ajouter un autre sèche-cheveux. Encore une demi-heure et toujours aucun changement. D'accord, prenons un sèche-cheveux plus puissant. Après une heure de chauffage, nous n'avons toujours pas réussi à donner une forme uniforme. Nous avons essayé divers matériaux, épaisseurs, passé une journée à expérimenter. Solution trouvée avec du contreplaqué. Nous découpons cette sorte de construction. Comment ça fonctionne? Le cadre supérieur presse le plexiglas contre l'inférieur via une lentille en bois. D'abord, on visse simplement les boulons et on met ce sandwich dans une étuve. À ce moment-là, Valera venait justement de le libérer. Après une heure, la pièce est bien chauffée, nous resserrons la construction et la laissons refroidir. Une fois la pièce refroidie, elle a pris la forme souhaitée et nous la remettons dans la machine laser pour la découper à la bonne taille, car nous avions prévu une bonne marge au départ. L'étape suivante est de prendre du plexiglas de 8 mm d'épaisseur pour y graver. Ici, nous n'avons pas trop réfléchi. C'est un prototype fait rapidement. Tout est de travers et incorrect. Mais globalement, nous comprendrons et surtout, nous vous montrerons à quoi cela peut ressembler. On utilise ici le principe des miroirs infinis. La technologie est extrêmement simple et ancienne, mais je n'ai jamais vu qu'on l'utilise sur des jantes de voiture. L'étape suivante consiste à fixer un ruban LED sur la tranche de ce plexiglas à l'aide de rubans isolants. Et oui, malheureusement, il n'y avait pas de ruban isolant bleu. Cela finit toujours en premier. Ensuite, on place un miroir factice dans la jante, puis le plexiglas gravé avec l'éclairage, et enfin, on recouvre la partie supérieure en forme de lentille d'un film miroir transparent avant de refermer ce sandwich. Au final, voici ce que cela donne. Donc voici notre prototype, très approximatif. Comme vous l'avez compris, nous l'avons fabriqué avec les moyens du bord, en utilisant des matériaux simples et peu chers, pour comprendre et vous montrer le résultat. Mais bien sûr, la qualité de ce tunnel lumineux en pâtit beaucoup, car nous avons utilisé un film inadapté qui ne prend pas cette forme sphérique.
C'est pourquoi nous devons maintenant décider si nous poursuivons ce concept ou si finalement cette illumination fait trop enfantin. Et cela, c'est uniquement vous qui pouvez en décider. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire si on continue ou pas. Écrivez, il ne faut pas faire un truc d'enfant, ou oui, c'est cool, il suffit de peaufiner et de faire ça proprement. Une fois que tout cela sera fait avec qualité, nous avons tout imaginé, la fixation. Tout est en principe pensé, donc nous sommes capables de réaliser cela proprement pour que ce soit beau. La vraie question c'est, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou pas? C'est pourquoi il est indispensable que vous laissiez vos commentaires. Il y aura aussi beaucoup de questions concernant l'alimentation du ruban LED, l'électricité. Là aussi j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Peut-être que vous proposerez des idées intéressantes. Pour l'instant, nous avons retenu deux options. Une source d'alimentation sans fil, comme les chargeurs sans fil, mais ils sont très faibles et il n'est pas certain que cela puisse fonctionner. Ou alors, une solution avec des balais électriques, comme ceux qu'on trouve dans une perceuse par exemple. Et oui, si nous choisissons les balais électriques, il faudra remplacer les plaquettes et les balais. Mais comme c'est notre concept car qui roulera peu, je pense que c'est acceptable. Votre avis est important. C'est précisément en nous basant sur vos retours que nous déciderons si nous réalisons ce système ou non.